Alors, comment se faire une autre source de revenus en plus du salaire? Je suis, Vincent Cadio. Au cours des 20 dernières années, j'ai eu la chance de travailler pour une dizaine de multinationales, notamment Sena Consulting, Move Africa, Comium, Orange, Orange Money, MTN, Standard Chartered Bank, Ecobank, IFG Holding, Beryl Digital et aujourd'hui, je suis à la tête de mon entreprise qui s'appelle Next Level Consulting. Je suis aujourd'hui suivi sur les réseaux sociaux par près de 300 000 personnes, un peu plus de 144 000 sur mon profil et ma page Facebook, 56 000 personnes dans ma base de données, 56 000 followers sur LinkedIn, 67 000 dans ma base de données LinkedIn, System.io, 7 000 dans ma base de données ConvertKit, 22 000 abonnés sur YouTube et seulement 1 000 abonnés sur TikTok parce que c'est maintenant que je démarre sur TikTok. Nous avons organisé relativement de grandes conférences et par la grâce de Dieu, alors qu'on ne s'y attendait pas, on a réussi à remplir près de 3 fois le Palais de la Culture pour former des milliers de personnes et ces milliers de personnes-là, il y en a énormément, des milliers qui ont pu trouver du travail grâce aux formations que nous avons dispensées. Nous avons également organisé une tournée internationale et alors que, on n'était pas forcément très connus dans ces pays-là, on a pu quand même faire ça comme par la grâce de Dieu. Donc, on a pu remplir 2 fois l'amphi Joseph Kizerbo de 1 500 places. On a 1 500 personnes qui sont venues, qui ont répondu à l'appel. Au CICB de Bamako, il y a 1 000 personnes qui ont répondu à l'appel. Au Bénin, à l'amphi Idriss Déby, il y a plus de 1 000 personnes qui ont répondu 2 fois aux 2 conférences. Il y a 300 personnes qui sont venues 2 fois au campus Energy Generation à Togo, au Togo. Et il y a près de 2 400 personnes qui sont venues, qui ont répondu à l'appel en Guinée-Conakry, à l'amphi Malick Condé. À côté de ça, nous avons pu rassembler encore des centaines de personnes dans plusieurs capitales à l'international, notamment à Dakar, à Douala, et puis dans plusieurs villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, pour partager ce que nous savons. Nous avons été également invités sur plusieurs chaînes de télévision, de radio, pour partager un peu ce que nous savons en vue d'apporter notre contribution. Et mon but aujourd'hui, au cours de cette session, c'est de vous partager tous mes secrets pour lancer une autre source de revenus à côté de son salaire. Alors, ce que j'attends de vous, mesdames et messieurs, c'est de l'action. Votre travail, ça sera de tester. Si vous pensez que ce que je dis peut marcher, votre travail, c'est de tester. Si vous pensez que ça ne peut pas marcher, la seule façon de savoir si ça marche ou pas, c'est de tester. Alors, concernant l'agenda de la rencontre de ce soir, nous allons voir rapidement 4 petites choses. Premièrement, mon histoire. Ensuite, les conditions préalables pour pouvoir lancer un business en plus de son salaire. Les 7 sources de revenus. Et enfin, 6 familles de business que je vous recommande de lancer. Concernant mon histoire, j'ai eu la chance et la grâce d'être premier de classe depuis le CP1. Et en classe de CM2, il y a un événement particulier qui s'est produit. C'est qu'en classe de CM2, le maître a posé cette opération 3 moins 5 égale. 3 moins 5 égale. Et en classe de CM2, quelle est la réponse quand on vous pose la question 3 moins 5 égale? Au CM2, quand vous êtes en classe de CM2, l'opération 3 moins 5 est impossible. Et donc, moi aussi, en classe de CM2, mon maître m'avait dit que 3 moins 5 était impossible et j'ai cru. Et juste un mois après, j'ai passé l'entrée en 6e, je suis arrivé, j'ai été admis et un mois après, on est arrivé en classe de 6e, premier cours de mathématiques. Cette fois-ci, c'est le professeur de mathématiques qui arrive. Le premier cours, c'était un cours d'algèbre. Et le professeur de mathématiques, cette fois-ci, il nous dit que 3 moins 5 est égal à quoi? Voilà, en classe de 6e, 3 moins 5 est égal à moins 2. Donc, ce jour-là, j'ai dit à mon professeur de mathématiques, non, 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 ce n'est pas possible. Il y a à peine un mois et demi, j'étais au CM2 et on m'avait dit que 3 moins 5 était impossible. Et aujourd'hui, un mois et demi après, vous me dites que 3 moins 5 est possible et en plus, il y a une réponse qui s'appelle moins 2. Et là, le prof, il a été obligé vraiment de m'expliquer concrètement pourquoi 3 moins 5 était égal à moins 2. Et ce jour-là, j'ai eu une grande, grande, grande leçon dans ma vie. Ce jour-là, j'ai compris que nul ne peut agir au-delà de ses connaissances. Nul ne peut agir au-delà de ses connaissances. Ça a été une très, très grande leçon pour moi. Ça a changé toute ma façon d'étudier.
Parce que je me suis rendu compte que si, en fait, j'étais pas arrivé en sixième et que j'étais resté au CM2, j'aurais cru toute ma vie que 3 moins 5 était impossible. J'aurais cru toute ma vie que 3 moins 5 était impossible. OK? Et donc, ça m'a choqué parce que je savais que mon maître avait eu au moins le bac. Donc, mon maître, il savait que 3 moins 5 n'était pas impossible. Il savait que 3 moins 5 était égal à moins 2. Mais il m'a laissé croire que 3 moins 5 était égal à moins 2. C'est un peu normal parce que mon niveau de compréhension ne pouvait pas accepter beaucoup plus que ça. Mais j'en ai voulu à mon maître. Mais ce jour-là, je me suis vraiment rendu compte que nul ne peut agir au-delà de ses connaissances. Nul ne peut agir au-delà de ses connaissances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui vous faites face à un problème, à une difficulté, à un challenge, si vous êtes face à des situations et vous avez l'impression que c'est impossible, en réalité, ce n'est pas impossible. Il vous manque simplement quoi? Il vous manque de la connaissance. Si vous n'arrivez pas à aller au-delà de ce que vous faites aujourd'hui, il vous manque de la connaissance. Et d'ailleurs, hein, c'est écrit dans la Bible pour tous ceux qui sont chrétiens croyants que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Vous comprenez? Le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Donc la connaissance est vraiment la chose que vous devez absolument rechercher. La connaissance est la chose que vous devez absolument rechercher. Et donc, ce que j'aime dire, c'est que si la quantité d'argent que vous avez ne vous suffit pas, si la quantité d'argent que vous avez n'est pas suffisante pour satisfaire vos besoins, pour réaliser vos rêves, vous devez utiliser cet argent, pas pour le dépenser, mais pour acquérir quoi? De la connaissance. Parce qu'une fois que vous allez avoir de la connaissance va augmenter votre valeur. Et si votre valeur s'augmente, l'argent n'a pas d'autre choix que de venir égaliser la valeur qu'il perçoit. OK? L'argent n'a pas d'autre choix que d'égaliser la valeur qu'il perçoit. J'aime prendre un exemple. Vous avez deux personnes qui rentrent dans la même entreprise. Un a un niveau BTS, l'autre a un niveau ingénieur. Ils rentrent dans la même entreprise le même jour. Vous revenez 5 ans, vous revenez 10 ans plus tard. S'ils sont tous dans la même entreprise, qui gagne plus d'argent? Naturellement, vous allez voir que celui qui a un diplôme d'ingénieur va gagner beaucoup plus d'argent que celui qui a un niveau BTS, même si on les avait pris au même poste avec le même salaire. Pourquoi? Parce que celui qui a le niveau ingénieur, il a plus de connaissances, il a plus de capacités que celui qui a juste un niveau BTS. Et l'argent n'a pas d'autre choix que de venir égaliser la valeur perçue. Donc, mesdames et messieurs, souvent on pense que on doit courir après l'argent, on doit chercher l'argent. Mesdames et messieurs, la réalité, c'est que on ne cherche pas l'argent. On ne court pas après l'argent. En fait, on attire l'argent. Comment est-ce qu'on attire l'argent? On attire l'argent par qui on est, par qui on devient. Si vous devenez quelqu'un qui a de la valeur, l'argent n'a pas d'autre choix que de venir égaliser la valeur perçue. Oh yes? Oh yes? Si tu es d'accord avec ça, écris yes dans les commentaires. Nous allons voir maintenant les préalables avant de vouloir mettre en place une deuxième source de revenus. Alors, vous devez comprendre que pour grandir, un business a besoin essentiellement de 3 éléments. Le business pour grandir a besoin de 3 choses. Un business pour grandir, il a besoin de temps, il a besoin d'énergie, il a besoin d'argent. OK? Et l'argent est la chose qui vient en troisième position. Pour qu'un business puisse grandir, il a besoin de temps, de l'énergie et de l'argent. Donc, pour pouvoir lancer un business, vous devez avoir du temps, de l'énergie et de l'argent. Ce qui fait que si actuellement, tu es déjà submergé au travail, tu pars très tôt, tu rentres déjà très tard et tu n'as même pas de temps à consacrer à un business, ce n'est pas la peine de te lancer parce que ce business, même s'il arrive à vivoter pendant quelque temps, il va finir par se casser la tête. Si tu es déjà submergé au travail, si tu n'as pas de temps à consacrer à ton activité, ce n'est pas la peine de lancer un business. Autre chose, si actuellement tu n'atteins pas tes objectifs au travail, si on te demande de faire une telle performance et tu es incapable d'atteindre la performance qu'on t'a demandé, ce n'est pas le bon moment pour lancer un autre business sur le côté. Pourquoi? Parce que les gens vont trouver que si tu n'atteins pas tes objectifs au travail, c'est parce que tu es focalisé, concentré à faire ton propre business au lieu d'être concentré à faire le travail pour lequel tu es payé. Donc, avant de prendre la décision de lancer un business, tu dois t'assurer que tu arrives à atteindre, sinon dépasser tous les objectifs qu'on t'a fixés au travail. C'est pour ta propre suivi. OK? Si tu ne veux pas que les gens te reprochent ton business, assure-toi d'atteindre et de dépasser les objectifs au bureau.
Troisième élément très important, c'est le principe de l'intégrité. Tu ne vas pas voler sur les heures de travail pour développer ton propre business. Si tu es encore salarié, tu travailles de 8 heures à 18 heures pendant les jours ouvrables. Tu travailles de 8 à 18 heures. Ce n'est pas pendant que tu es censé être au travail que tu vas prendre ce temps-là pour développer ta propre activité sur le côté. Non, ce n'est pas intègre, ce n'est pas honnête. Et je ne peux pas vous encourager à voler votre employeur. Non, je veux vous encourager à rester intègre. Quand vous êtes au travail, vous êtes en train de travailler. Quand vous avez fini avec le travail, vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. Et vous devez comprendre qu'une journée, elle peut être découpée en 3 fois 8 heures. La journée, c'est 24 heures, mais il y a 3 blocs de 8 heures. Le premier bloc de 8 heures, c'est le bloc que nous consacrons au travail, généralement de 8 heures à 18 heures ou de 9 heures à 17 heures. Ça, c'est le bloc du travail, les 8 heures du travail. Ensuite, notre corps, lui aussi, il a besoin de 8 heures pour se reposer. OK? Qu'on va passer en train de dormir ou faire notre toilette ou nous nourrir. Et puis enfin, il nous reste 8 dernières heures. Donc, les 8 heures de travail sont prises, les 8 heures de sommeil sont prises. On ne peut pas faire autrement. Il nous reste donc 8 dernières heures. Et c'est pendant ces 8 dernières heures que vous devez développer votre business. Pas pendant les heures de travail ou pendant les heures de sommeil. Quelques personnes vont me dire, non, mais avec à moi, ce qui est sûr, le travail me prend la tête, mais j'ai essayé de réduire mon temps de sommeil pour pouvoir lancer mon business. Ton corps va te laisser pendant quelques temps réduire les heures de sommeil. Mais un jour, ton corps en aura marre et tu vas tomber malade. Et si tu as la chance, tu vas guérir de la maladie. Mais si tu n'as pas la chance, cette maladie peut t'emporter. Donc, fais très attention. Donne à ton corps le temps de se reposer. Donne au travail, à ton employeur, ce pourquoi il te paye. Et pendant les 8 dernières heures, tu pourras développer ton propre business. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Une fois qu'on sait ça, quelles sont les 4 caractéristiques des business qui sont donc compatibles avec le fait d'être salarié? Quelles sont les 4 caractéristiques des business qui sont compatibles au fait d'être salarié? La première caractéristique, il faut que ce business-là ne nécessite pas ta présence de 8 heures à 18 heures. Et c'est fondamental parce que de 8 heures à 18 heures, tu es déjà au travail, en train de travailler. Donc, tu ne peux pas lancer un business qui va nécessiter ta présence de 8 heures à 18 heures. Certaines personnes me disent, non, mais Vega, moi, j'ai lancé mon cabinet de formation et les formations se font de 8 heures à 18 heures. Alors que moi, je suis au travail. Comment je fais? Non, tu ne peux pas lancer un cabinet de formation si c'est toi qui es le formateur. Si tu décides de lancer le cabinet de formation, tu dois trouver quelqu'un d'autre qui sera le formateur à ta place, mais pas toi. Ça, c'est la première caractéristique des business compatibles avec le fait d'être salarié. Deuxième caractéristique. Deuxième caractéristique, il faut que ce soit facile de trouver des clients en ligne, sur Internet. Pendant que toi, tu es assis au travail, tu ne peux pas être dehors pour être en train de chercher les clients. Tu ne peux pas être salarié et te lancer dans le business de Panini. Le business de Panini, ce sont des pains avec des condiments qu'on vend devant les écoles. Pendant que toi, tu es assis au bureau, comment est-ce que tu peux être en même temps dehors en train de vendre le pain avec le Panini? Tu ne peux pas. OK? Donc, ce n'est pas un bon business. Et ce genre de business-là, tu ne peux pas le contrôler parce que même si tu embauches un salarié, un employé, et qui te dit qu'il n'y a personne qui est passé là ce jour-là, tu n'as aucun moyen d'influencer sur le chiffre d'affaires. Parce que quand le business nécessite d'être présent quelque part, c'est la zone de chalandise. Si on tombe en période des pluies, il peut ne pas y avoir beaucoup de passants et ton business ne va pas se développer. Par contre, un business où tu peux trouver les clients en ligne, qu'il pleuve ou pas, ton business peut être naissant. Donc ça, c'est vraiment la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique, la troisième caractéristique, il faut que ce soit relativement simple à faire avec un produit qui a une taille et un prix unique. Je ne recommande pas à un salarié qui est très occupé de se lancer dans le commerce des vêtements. Parce que les vêtements, au départ, tu as l'impression qu'il te faut juste 2, 3 modèles et puis ton business peut commencer. Mais très vite, tu vas te rendre compte que les tailles sont différentes. Quelqu'un peut te dire, il fait une taille 44. Tu lui envoies un vêtement taille 44, et ça flotte. Ou alors ça sert. C'est là que tu vas te rendre compte qu'il y a les tailles américaines, il y a les tailles européennes et il y a même maintenant, il y a les tailles chinoises. Le jour où quelqu'un va te demander un vêtement de couleur jaune, c'est ce jour-là, tu vas te rendre compte que en fait, le jaune, là, il y a son jaune clair, il y a son jaune poussin, il y a son jaune moutarde, etc., etc. Donc, tu es obligé d'avoir différentes variations et ça devient compliqué. Et si tu as différents modèles qui ont différentes tailles, qui ont différents prix, ça devient compliqué à gérer quand tu es au bureau. Je ne recommande pas du tout de te lancer dans le commerce des vêtements si tu es un salarié occupé.
Je te recommande plutôt de lancer des business dans lesquels c'est vraiment simple à faire. C'est un produit qui a une taille et un prix unique. Tu n'as pas besoin de réfléchir à la taille, à la forme. Tout le monde porte la même chose. C'est pourquoi si par exemple tu veux te lancer dans le commerce de montres, vendre des montres unisexes, c'est-à-dire que les hommes et les femmes peuvent porter. Si tu veux vendre des produits, par exemple, tu peux vendre des écouteurs, des powerbanks, tout le monde porte la même chose. Il n'y a pas pour homme, il n'y a pas pour femme. Ça, ce sont des bons produits à lancer. Il faut que ce soit relativement simple à faire parce que toi, tu es déjà occupé. C'est bon pour tout le monde? Quatrième et dernière caractéristique, il faut que le business soit facile à contrôler. J'ai dit quoi? Facile à contrôler. Comment on sait qu'un business est facile à contrôler? C'est lorsqu'il y a un stock initial et un stock final. C'est pourquoi je ne recommande pas à un salarié très occupé les activités comme le transport. Parce qu'il n'y a pas de stock initial, il n'y a pas de stock final. Le gars peut rouler ton véhicule toute la journée et te dire qu'il n'a pas eu de client. Comment tu peux vérifier? Tu ne peux pas vérifier parce qu'il n'y a pas de stock initial, il n'y a pas de stock final. Tu peux te lancer dans le business pour dire, bon, j'ai lancé un salon de coiffure. Mais un salon de coiffure, il n'y a pas de stock initial, il n'y a pas de stock final. C'est-à-dire que ça y est, la tondeuse, là, quand on coiffe les gens, tu ne peux pas savoir si la tondeuse a coiffé 3 personnes ou ça a coiffé 20 personnes. Tu ne peux rien savoir. Donc, ce n'est pas forcément les business qui sont très bons pour les salariés à cause du fait que c'est difficile à contrôler. Je te recommande de lancer des produits où on a un stock initial et un stock final. De sorte qu'à la fin de la journée, s'il y avait 10 le matin et le soir, tu viens, il reste 6, tu sais qu'on en a vendu 4. OK? Voilà la quatrième caractéristique. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Les 4 caractéristiques des business qui sont compatibles avec les salariés. Premièrement, ça ne nécessite pas ta présence. Donc, voilà les 4 caractéristiques des business qui sont compatibles pour les salariés. Premièrement, ça ne nécessite pas ta présence de 8 à 18 heures. Deuxièmement, c'est facile de trouver des clients en ligne. Troisièmement, c'est simple à faire avec une taille et un prix unique. Et quatrièmement, c'est facile à contrôler avec stock initial, stock final. OK? Voilà. Donc, quand j'ai dit ça, les gens me disent souvent, mais VK, on voulait faire l'élevage, tu as déconseillé parce qu'on ne peut pas contrôler. On voulait faire euh, le transport, tu as déconseillé. On voulait se lancer dans la vente de vêtements, tu as déconseillé. Donc, finalement, qu'est-ce que tu nous conseilles? Je vais vous présenter maintenant les 7 sources de revenus. OK? Alors, il y a 7 sources de revenus et la première source de revenus, c'est le salaire. Tu as un emploi, tu échanges ton temps contre de l'argent. Et cet argent-là qu'on te verse, c'est ce qu'on appelle un salaire. Donc, tous les salariés, normalement, ont la première source de revenus qu'on appelle le salaire. Le salaire, il faut diviser le salaire en 3 parties. La première partie, c'est la partie de Dieu que vous allez donner en offrande, vous allez payer votre dîme, etc., etc. La deuxième partie, c'est l'épargne. C'est la partie que vous allez garder dans votre salaire. Et moi, je vous recommande d'épargner environ 30% de votre salaire. Et la troisième partie, c'est la partie que vous allez utiliser pour vos besoins. Ce que je vous recommande, c'est d'épargner 30% de votre salaire, garder une partie pour vos dîmes, vos offrandes, etc. Et tout le reste, les 60% qui restent, dépensez ça comme vous le voulez. OK? Ça, c'est la première source de revenus. Ensuite, la deuxième source de revenus, c'est celle qu'on appelle les intérêts. Donc, vous allez prendre votre épargne et vous allez déposer votre épargne à la banque. Et, la banque va vous rémunérer, va rémunérer votre épargne. En Côte d'Ivoire, le taux de rémunération, c'est un taux de 3,5% par an. Donc, si vous déposez 100 000 à la banque pendant un an, la banque va vous verser des intérêts de 3 500 francs, ce qui correspond à 3,5% par an. Donc, normalement, tout le monde doit avoir au moins 2 sources de revenus. Premièrement, votre salaire. Deuxièmement, les intérêts générés par votre compte d'épargne. Puisque vous allez épargner 30% de votre salaire, vous allez générer des intérêts. OK? Ça, c'est la deuxième source de revenus. Donc, tout le monde doit avoir au moins 2 sources de revenus. Alors, c'est quoi la troisième source de revenus? La troisième source de revenus, c'est ce qu'on appelle les dividendes. C'est quoi les dividendes? Les dividendes, c'est une partie des bénéfices qu'une entreprise reverse à ses actionnaires. Donc, au lieu d'épargner à la banque, vous pouvez décider de prendre votre épargne et acheter des actions ou des obligations à la bourse régionale des valeurs mobilières dans notre zone. Et à la fin de l'année, quand l'entreprise va faire des bénéfices, elle va partager une partie de ses bénéfices à ses actionnaires en fonction du nombre d'actions que vous possédez. Et c'est ça qu'on appelle les dividendes. OK? Donc, si vous déposez l'argent à la banque, ça va générer des intérêts. Mais si vous investissez à la bourse, ça va générer des dividendes. Ça, c'est la troisième source de revenus. Ensuite, la quatrième source de revenus,
c'est ce qu'on appelle les loyers. Vous pouvez décider de prendre votre épargne et d'investir votre épargne dans l'acquisition d'un bien immeuble. Ça peut être un terrain, ça peut être une maison, ça peut être un bien que les gens utilisent au cours des cérémonies. Et vous allez maintenant mettre en location ce bien. Donc, vous pouvez investir dans l'immobilier et ça va générer des loyers. Vous pouvez avoir un véhicule personnel que vous avez acheté à 3 millions, 4 millions, vous le mettez en location, ça va vous générer des revenus. Vous pouvez avoir acheté, par exemple, une caméra, vous mettez en location, ça va vous générer des revenus. Ces revenus-là, on les appelle les loyers. OK? Donc, ça, c'est la quatrième source de revenus. La cinquième source de revenus, on l'appelle l'appréciation. L'appréciation, c'est quoi? C'est le fait qu'un bien que vous possédez gagne en valeur alors que la nature du bien n'a pas changé. Exemple, vous avez un terrain que vous avez acheté à 500 000. Au bout de 5 ans, la valeur du terrain passe à 2 millions. Mais le terrain n'a pas changé, sa nature n'a pas changé, rien n'a changé sur le bien, mais sa valeur a augmenté. C'est ce qu'on appelle l'appréciation. Vous pouvez par exemple acheter une action aujourd'hui, peut-être à 1000 francs. Et au bout de 4 ans, 5 ans, l'action maintenant vaut 10 000. C'est la même action que vous avez, mais sa valeur a augmenté sans que la nature de l'action ne change. C'est ce qu'on appelle l'appréciation. Donc, vous avez la bourse qui permet d'avoir cette source de revenus qu'on appelle l'appréciation. Vous avez également l'immobilier qui permet d'avoir cette source de revenus qu'on appelle l'appréciation. OK? Donc, ça, c'est la cinquième source de revenus. La sixième source de revenus, c'est ce qu'on appelle les droits d'auteur. Vous avez un talent, vous avez créé une chanson, vous avez inventé quelque chose et vous avez fait breveter cette chose. Et lorsque des personnes décident d'utiliser votre création, les instituts chez qui vous avez déclaré vos créations vont vous reverser ce qu'on appelle des droits d'auteur. OK? Donc, si vous avez un talent, vous savez chanter, vous savez danser, vous êtes inventeur, vous êtes inventif, vous avez créé quelque chose, vous avez écrit un livre, ça peut vous générer ce qu'on appelle des droits d'auteur. Ça, c'est la sixième source de revenus. Il y a la septième source de revenus. La septième source de revenus, c'est ce qu'on appelle le profit. Le profit, c'est quoi? Ce sont les revenus que vous générez en revendant plus cher que ça vous a coûté à produire ou à importer. Donc, si aujourd'hui, je vous revends cet étui de lunettes plus cher que ça ne m'a coûté à fabriquer ou à importer, l'argent que je gagne, c'est ce qu'on appelle les profits. Donc, ça, c'est ce qu'on génère au travers des business. Ce qui fait que si on veut récapituler les 7 sources de revenus, nous avons donc quoi comme 7 sources de revenus? Première source de revenus, c'est le salaire, c'est la base qu'on obtient à partir de notre emploi. De ce salaire-là, nous allons prendre une partie pour vivre, que nous allons dépenser et nous allons épargner une partie. Cette épargne-là, nous pouvons l'épargner à la banque, ça va générer des intérêts. Nous pouvons épargner à la bourse, ça va générer des dividendes. Nous pouvons investir cette épargne dans un bien et ça va nous générer des loyers. Nous pouvons investir cette épargne dans un bien qui va gagner en valeur avec le temps. On parle d'appréciation. Nous pouvons utiliser nos talents pour pouvoir produire des choses et ça va nous générer des droits d'auteur. Ou alors, nous pouvons nous lancer dans un business avec notre épargne et ça va nous générer des profits. Donc, vous comprenez que la base de tout ça, c'est de constituer une épargne à partir de son salaire. Donc, vous ne pouvez pas rester dans une situation où vous travaillez, mais vous n'épargnez rien. Si vous voulez entreprendre, vous devez d'abord avoir de l'épargne. Nous allons voir maintenant les 6 familles de business que vous pouvez lancer. Alors, le premier business qu'un salarié peut lancer, c'est le business de la formation. Et quand je parle de formation, il y a vraiment 4 grandes activités que vous pouvez faire. C'est pour ça que je parle des familles. Famille parce qu'il peut y avoir plusieurs activités dans un seul pôle. Première activité, vous pouvez vous lancer dans l'enseignement. Il y a des grandes écoles qui cherchent des personnes pour dispenser des cours. Et si vous êtes travailleur, vous travaillez de 8 à 18 heures, vous pouvez donner des cours les soirs de 19h à 21h. Et ça peut vous générer des revenus complémentaires. Aujourd'hui, les vacations, on peut vous payer 10 000 francs de l'heure, 12 000 francs de l'heure, 15 000 francs de l'heure. OK? Donc, si vous êtes, par exemple, moi, je fais marketing, je sais dispenser le marketing, je peux avoir, par exemple, 20 heures de cours en marketing. Si j'ai 20 heures de cours en marketing à raison de 15 000 francs par heure, ça me fait 300 000 francs que je peux générer pour avoir dispensé cette formation. Deuxième façon, dans la famille de formation, vous pouvez décider d'être l'animateur dans des formations organisées par des cabinets de formation.
Vous avez des cabinets de formation qui organisent des formations et qui cherchent des experts. Moi, je suis un expert en marketing, je suis un expert en stratégie, je suis un expert en vente, je suis un expert en transformation digitale. Donc, on peut me solliciter et je peux aller animer cette session-là. OK? Donc, je peux dire, pour animer une session comme ça de formation à des professionnels, mon tarif est de 750 000 francs par heure. Donc, ça peut être une session de 8 heures, ça peut être une session de 5 heures, etc. Imaginons que mon tarif est de 750 750 000 francs par heure et qu'on me sollicite pour animer une formation de 10 heures. Donc, je peux gagner 750 000 francs multiplié par 10, je peux gagner 7,5 millions pour avoir dispensé cette formation-là pendant 10 heures. Donc, ça, c'est une façon de gagner de l'argent avec la niche de la. Troisième façon de gagner de l'argent dans cette première famille de la formation, c'est ce qu'on appelle la consultance. Donc, vous êtes, par exemple, très fort en comptabilité. Il y a des entreprises qui n'ont pas de comptabilité, mais qui ont besoin qu'on les assiste pour faire leurs états financiers, leur comptabilité. Vous pouvez être consultant, donc vous passez là-bas une fois tous les samedis. Donc, vous passez là-bas 4 fois par mois et vous pouvez avoir un contrat de consultance de peut-être 150 000 francs par mois. Vous les assistez. Si vous êtes peut-être un bon marketeur, vous pouvez dire, bon, OK, je suis consultant en marketing pour vous, je vous accompagne. Vous me donnez peut-être 200 000 francs tous les mois. Donc, voici une façon de gagner de l'argent avec la connaissance que vous avez déjà. L'erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est que vous allez faire vos consultances pendant vos heures de service. Ça, ce n'est pas normal. OK? Ça, c'est voler son employeur. Placez vos heures de consultance en dehors de vos heures de service. Ça, c'est très important. Voilà. Quatrième façon de gagner de l'argent avec le premier axe qui est la formation, c'est ce que j'appelle l'instruction. Vous pouvez devenir un instructeur. Peut-être que vous savez, vous maîtrisez un art martial et vous décidez d'entraîner les enfants à bas âge à cet art martial-là. Et les parents vont vous payer 25 000 francs par enfant, 50 000 francs par enfant par mois. Si vous avez 10 enfants et chaque parent paye 25 000 francs, ça vous fait 250 000 francs que vous pouvez gagner peut-être en les formant les mercredis soirs et les samedis. Vous pouvez gagner 250 000 francs par mois. Et pour ça, vous n'êtes pas obligé de quitter votre emploi ou de voler votre employeur. Non. Les mercredis soirs ou les mercredis à la descente, les samedis, vous êtes instructeur de karaté, instructeur de danse. Si vous savez jouer d'un instrument de musique, vous pouvez être instructeur en piano, en guitare, en flûte, en saxophone, etc. Donc, vous partagez votre talent aux gens, vous les aidez à acquérir le même talent et vous êtes payé pour ça. Donc, voilà comment vous pouvez gagner de l'argent avec cette quatrième façon de faire qui est l'instruction. OK? Donc, ce que je voudrais dire, c'est que tout le monde a la capacité de gagner de l'argent dans la formation. Ne vous dites pas, non, mais moi, je ne suis pas un très bon pédagogue. Ce n'est pas grave, tu peux ne pas être le bon pédagogue. Toi, tu peux organiser la formation et trouver un de tes amis qui va venir dispenser la formation. OK? Tu peux dire, bon, moi, j'ai pas vraiment je suis pas allé très loin à l'école, je peux pas être formateur ou je peux pas être l'animateur de formation dans les cabinets de formation. Il n'y a pas de problème. Mais tu as de la connaissance pratique. Peut-être que ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que tu pratiques ton métier. C'est vrai que tu n'as pas un gros diplôme, mais tu as l'expérience du terrain. Tu peux être consultant pour aider des entreprises dans le même secteur d'activité à s'en sortir. Tu peux me dire, OK, bon, moi, tout ce qui est intellectuel, vraiment, ce n'est pas mon fort. Moi, je ne suis pas allé très loin à l'école. Mais peut-être que tu as des talents et tu peux utiliser ces talents-là et être instructeur et gagner de l'argent. Donc, tout le monde peut gagner de l'argent dans cette première famille qui est la formation. OK? Voilà. Donc, si tu as compris que tu peux gagner de l'argent dans la niche de la formation, écris formation dans les commentaires. OK? Si tu comprends que tu peux gagner de l'argent dans la niche formation, écris formation. Écris formation dans les commentaires. Alors, je voulais qu'on fasse quand même un petit calcul. Peut-être que vous allez me dire, bon, voilà, mais dans la formation, peut-être que vous allez me dire, OK, mais dans la formation, combien je peux gagner? Imaginons que vous faites votre formation à seulement 10 000 francs CFA et vous avez 10 participants. Quand je parle de formation, par exemple, peut-être que vous maîtrisez Word. Il y a des gens qui ne maîtrisent absolument rien dans Word. Donc, vous pouvez faire une formation en Word. Ça coûte 10 000 francs. Chacun vient à son ordinateur. En une demi-journée, en une journée, vous leur expliquez comment bien utiliser Word. Chacun paye 10 000 francs. Vous prenez votre argent et vous allez. Après, peut-être que vous allez me dire, non, mais pour faire ça, il faut que je loue une salle. Non, vous n'avez même pas besoin de louer une salle. Vous faites la formation en ligne. Sur YouTube, comme je suis en train de le faire, c'est gratuit. Les gens se connectent et puis vous les formez comment utiliser Word, comment utiliser PowerPoint, comment utiliser Excel, etc., etc. Imaginez que vous avez 10 participants qui vous payent 10 000 francs
que vous les aidiez, ça vous fait 100 000 francs CFA que vous générez. OK? Les 100 000 francs CFA, ça peut ne pas avoir l'impression d'être beaucoup d'argent. 100 000 francs CFA, ça peut avoir l'impression que ce n'est pas beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup d'argent. Parce que si vous avez un salaire de 1 million de francs CFA par mois, si vous gagnez 10 000 francs, si vous gagnez 100 000 francs avec votre formation, c'est comme si vous avez une augmentation de 10% de votre salaire. Si vous gagnez 500 000 francs actuellement, 100 000 francs, c'est comme une augmentation de 20% de votre salaire. Si vous gagnez 200 000 francs, 100 000 francs, c'est comme une augmentation de 50% de votre salaire. Et c'est très important parce que moi, j'ai fait les multinationales. Toutes les grosses multinationales, les augmentations de salaire, c'est au maximum 6% et il faut attendre 2 ans pour avoir une augmentation systématique de salaire. Donc, simplement, arriver à mettre une petite formation en ligne, un samedi dans le mois, 10 personnes qui payent 10 000, ça fait 100 000, c'est comme une augmentation de 10%, même si votre salaire était de 1 million. Donc, ce n'est pas négligeable. OK? Donc, dès aujourd'hui, prenez la décision de commencer à gagner de l'argent avec la formation. Maintenant, ce que je veux dire, ne commencez pas à aller chercher à faire des formations avec des experts. OK? Formez les débutants. Dans tous les domaines d'activité, il y a des débutants qui veulent savoir comment faire la chose. Donc, formez des débutants. Parce que si vous tombez sur des experts, ça va devenir parlable là-bas. Donc, formez des débutants. Petite formation pour les débutants, initiation. Si vous avez de la compétence Excel, faites Excel niveau débutant. Si c'est PowerPoint, faites PowerPoint niveau débutant. Word, faites niveau débutant. Si c'est, je ne sais pas moi, jouer au piano, vous dites jouer au piano niveau débutant. Si c'est karaté niveau débutant. Bref, peu importe ce que vous avez envie de faire, formez que sur le niveau débutant. Là, au moins, vous êtes sûr de ne pas prendre de risques. C'est bon? La deuxième famille de business, c'est ce qu'on appelle l'édition. Donc, l'édition, ça consiste à quoi? Ça consiste à écrire ou revendre des ouvrages, comme le font aujourd'hui les librairies. OK? Si vous avez l'inspiration, comme moi, pour écrire des livres, écrivez des livres et vendez-les. Moi, j'écris jusqu'à 27 livres. Je les vends, ça me rapporte beaucoup d'argent. Si vous n'avez pas d'inspiration pour vous-même écrire des livres, mais il n'y a pas de problème. Regardez les librairies autour de vous, surtout les librairies en ligne. Quels sont les livres dont elles font la promotion? Si une librairie fait la promotion d'un livre en particulier, ça veut dire que ce livre-là marche. Donc, vous contactez la librairie et vous leur dites, OK, j'ai vu que vous faites la promotion de tel livre, par exemple, Père riche, Père pauvre, La chef de ma mère, les livres de développement personnel, le Personal MBA. Bref, il y a beaucoup de livres comme ça qui sont vendus, qui sont des best-sellers que les gens achètent. OK? Donc, si la librairie vend le livre à 5 000 francs, vous pouvez, par exemple, mettre 2 000 francs sur le livre et puis revendre le livre. OK? Mais ce n'est pas que vous allez faire un truc malhonnête, aller prendre le livre d'un auteur, vous-même, vous allez aller dans un endroit, photocopier le livre et puis, bon, commencer à vendre. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est malhonnête. Ce que vous allez faire, vous allez travailler avec la librairie et avec la librairie, vous allez mettre en place un mécanisme dans lequel vous faites la promotion des livres. Quand il y a quelqu'un qui est intéressé, vous envoyez le contact de la personne et la librairie se charge de faire la livraison et vous reverse votre commission. OK? Donc, ça, c'est un business que tout le monde peut faire. Voilà. Donc, dans cette partie sur l'édition, la première façon, c'est d'écrire et de revendre des livres. La deuxième façon de gagner de l'argent dans l'édition, c'est de monétiser une chaîne YouTube, une chaîne Facebook, une chaîne TikTok. Aujourd'hui, tout le monde a la possibilité d'ouvrir une chaîne YouTube. Si vous ouvrez une chaîne YouTube et que vous respectez certaines conditions, vous pouvez monétiser la chaîne et YouTube va commencer à vous donner de l'argent. Facebook, sous certaines conditions, est prêt à vous donner de l'argent. TikTok, sous certaines conditions, est prêt à vous donner de l'argent. Ne restez pas en marge. Vous savez déjà faire quelque chose. Peut-être que vous savez cuisiner. Vous cuisinez très bien. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est qu'avant, quand vous étiez en train de cuisiner, votre téléphone n'était pas allumé, le direct n'était pas en marche. Maintenant, vous allez mettre votre téléphone juste à côté et pendant que vous êtes en train de cuisiner, vous allez enregistrer, vous allez diffuser cela sur les réseaux sociaux. Si vous respectez leurs conditions, vous allez gagner de l'argent. OK? Donc, mon but au cours de cette formation, ce n'est pas de vous expliquer comment on fait la monétisation. Il y a des gens dont le business, c'est de former à la monétisation des chaînes. Si ça vous intéresse, contactez-les. Ils vont vous aider à monétiser vos chaînes. La troisième famille de business que vous pouvez lancer, c'est ce qu'on appelle la location. OK? Dans la location, vous pouvez faire plusieurs choses. Premièrement, vous pouvez faire la location dans l'immobilier. Donc, vous pouvez avoir un terrain nu et vous mettez votre terrain nu en location. Il y a des gens qui vont louer le terrain, il y a des garages qui vont louer votre terrain, il
Il y a des dames qui vont peut-être le louer pour commencer à vendre sur le terrain. Il y a des personnes qui veulent faire des plantations qui peuvent louer votre terrain pour commencer à planter là-dessus. Donc, le terrain nu peut faire de la location. Ou alors, peut-être que vous avez un terrain, un terrain bâti. Donc, vous avez une maison que vous avez construite, que vous pouvez mettre en location qui va vous rapporter de l'argent. Aujourd'hui, il y a le business du Airbnb. Des gens ont déjà construit leur maison. Vous pouvez prendre l'appartement et puis développer ça avec le business de Airbnb et vous allez pouvoir gagner de l'argent. Voilà comment vous pouvez faire. Même un salarié, tout type de salarié peut faire ça, gagner de l'argent dans le business de la location. Deuxième façon de gagner de l'argent dans le business de la location, ce sont les accessoires. Vous pouvez aujourd'hui investir dans un accessoire et le faire louer. Je prends l'exemple du mariage. Pour se marier, les gens vont louer la voiture. Donc, vous pouvez être dans la location de véhicules. Les gens vont louer la robe de mariée. Vous pouvez être dans la location de robe de mariée. Les gens vont louer les tenues pour se changer, les tenues traditionnelles. Vous pouvez être dans ce business. Les gens vont louer la salle. Vous pouvez être dans ce business. Les gens vont louer les couverts. Vous pouvez être dans ce business. Les gens vont louer la sono. Vous pouvez être dans ce business. Les gens vont louer les caméras. Les gens vont louer presque tout qui est autour du mariage. C'est vraiment le business de la location. Donc, vous pouvez investir dans ces équipements-là. Par exemple, investir dans une caméra, faire louer la caméra et commencer à gagner de l'argent. OK? Donc, voici comment vous pouvez également, en tant que salarié, gagner de l'argent sur cette source de revenus, sur cette famille de business qu'on appelle la location. Troisième façon de gagner de l'argent dans la famille de la location en étant un salarié, c'est que vous pouvez acheter un véhicule personnel et le mettre en location. OK? Donc, si vous avez 3 4 millions de francs CFA, n'allez pas, en tout cas, je vous déconseille d'aller acheter un taxi vert ou un wow, vous allez perdre votre argent. En tout cas, beaucoup de salariés ont perdu leur argent là-dedans. Moi, je vous recommande plutôt d'acheter un joli SUV. Les SUV sont ce qu'on appelle communément les 4x4. OK? Voilà, un véhicule un peu surélevé et vous le mettez en location. Donc, si vous avez un joli véhicule, vous pouvez le mettre en location à 30 000 francs par jour, 40 000 francs par jour. OK? Donc, quand vous n'avez pas de clients pour la location, vous-même, vous utilisez votre véhicule pour aller au travail, etc. Mais le jour où vous avez quelqu'un qui veut louer votre véhicule, peut-être le week-end, pour un jour, pour 2 jours, vous pouvez vous faire 50 000, 60 000, 80 000 francs, simplement parce que vous avez loué un véhicule que vous avez déjà acheté. OK? Donc, je vous recommande vraiment de faire ça. Si vous voulez vous lancer dans le VTC, assurez-vous de confier le véhicule en location, en gestion à une entreprise dont c'est le métier. OK? Voilà. C'est mieux de faire ça plutôt que de dire vous-même, vous allez gérer votre VTC parce que vous n'aurez pas le temps. Globalement, ce sont les trois façons de gagner de l'argent avec le business de la location. Donc, vous voyez que tout salarié peut gagner de l'argent dans le business de la location. Donc, nous allons aller voir maintenant la quatrième famille de business. La quatrième famille de business que peut lancer un salarié, c'est la revente d'accessoires. OK? Essentiellement en forme de e-commerce. Il y a des accessoires que les gens achètent aujourd'hui sans hésiter. Les power banks, les écouteurs, les câbles, chargeurs de téléphone, bref, tout ce qui concerne, tout ce qui est petit accessoire électronique, les gens les achètent aujourd'hui sans réfléchir, sans hésiter. OK? Voilà, moi je vous recommande de, par exemple, vendre les écouteurs sans fil, Bluetooth. Vous pouvez l'avoir en gros à 6 000, vous pouvez le revendre au détail à 10 000. Vous pouvez gagner 4 000 francs par équipement que vous vendez. OK? Voilà. Et donc, comment vous allez vendre ça? Vous allez juste faire la promotion sur votre compte WhatsApp. Et puis, quand quelqu'un est intéressé, vous donnez son contact à un livreur qui va faire la livraison et vous récupérez votre argent. Donc, vous n'êtes pas obligé de quitter votre emploi pour ça. Ce sont des petits business que tout le monde peut faire. Si vous décidez de commercialiser des accessoires, je vous recommande de commercialiser des accessoires qui sont unisexes. C'est-à-dire, il n'y a pas pour femmes, il n'y a pas pour hommes. Ce sont des accessoires que tout le monde peut prendre. Quand vous vendez des écouteurs Bluetooth, il n'y a pas pour hommes, il n'y a pas pour femmes. Si vous vendez des montres digitales, il n'y a pas pour hommes, il n'y a pas pour femmes. Si vous vendez des câbles chargeurs, il n'y a pas pour hommes, il n'y a pas pour femmes. Si vous vendez des ring lights, il n'y a pas pour hommes, il n'y a pas pour femmes. Bref, vendez des choses où il n'y a pas homme, il n'y a pas femme, avec un prix unique, une taille unique, parce que vous êtes au travail. Vous ne devez pas rentrer dans des complications. Quand vous allez vous lancer, n'allez pas prendre en même temps 4 accessoires différents, 5 accessoires différents. Non, vous allez avec des prix différents, avec des gammes différentes. Non. Restez sur un seul accessoire. Focalisez-vous là-dessus, vendez-le, gagnez votre argent et avancez. OK? Vous n'êtes pas un entrepreneur qui a tout son temps. Non, vous êtes un salarié. Le reste du temps, là, prenez un accessoire que vous-même vous utilisez, que vous connaissez bien, vendez-le, vous allez gagner beaucoup d'argent. On va voir maintenant la cinquième famille de business. C'est l'approvisionnement et des restaurants.
Donc, dans les supérettes, vous allez avoir du matériel qui est importé et puis vous allez avoir des petits trucs à grignoter, des croquettes, des jus, des chips, du bon maïs. Ce sont des petites choses comme ça que, bon, on voit ça au supermarché, on paye ça rapidement pour donner aux enfants pour manger. OK? Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qui approvisionne ces supérettes? Qui les approvisionne? Ce sont des gens comme vous et moi. On a déjà notre servante à la maison. On lui demande de faire des jus de Niamakou, de Bissap. Et on va livrer ces jus et ces jus-là à la supérette. Et on va livrer 10 bouteilles à la supérette, 20 bouteilles à la supérette. En une semaine, elle a déjà vendu. Souvent, même au bout de 2, 3 jours, elle a fini de vendre ça. Elle vous demande de l'approvisionner encore. Donc, voilà un business que vous pouvez faire en étant salarié. Vous n'avez pas besoin de démissionner pour ça. Vous avez déjà une servante. Vous avez la compétence pour faire des croquettes, des petits gâteaux, ce genre de choses. Faites ça, vendez aux supérettes et vous allez voir que vous allez gagner de l'argent très facilement. La sixième famille de business, c'est ce qu'on appelle les apporteurs d'affaires. Un apporteur d'affaires, c'est qui? C'est quelqu'un qui travaille pas directement pour une entreprise. Il n'est pas salarié d'une entreprise, mais il se charge de faire la promotion des produits et des services de cette entreprise. Et lorsqu'il y a une vente, lui reçoit une commission. OK? Vous pouvez être apporteur d'affaires dans 4 grands domaines. Vous pouvez être apporteur d'affaires dans l'immobilier. Je ne vous demande pas vous-même d'aller construire une société immobilière. Il y a déjà des gens qui ont construit des sociétés immobilières, qui ont déjà fait tous les papiers, qui ont des terrains, qui ont besoin de les vendre. Vous avez à les contacter et leur dire, si j'arrive à vendre vos terrains, je gagne quoi dessus? Généralement, sur le marché, ils sont prêts à vous donner 10% de commission. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est de prendre leur visuel, mettre ça sur votre compte WhatsApp, on fait la promotion et quand quelqu'un est intéressé, vous faites la mise en relation et l'entreprise va se charger de convaincre le client et quand il y a la vente, vous allez gagner une commission. Vous pouvez être apporteur d'affaires pour les entreprises immobilières, vous pouvez être apporteur d'affaires pour les assurances, qu'elles soient des assurances vie ou des assurances non-vie. Vous pouvez être apporteur d'affaires, par exemple, dans le e-commerce, dans le digital. Vous avez une dame qui vend beaucoup de sacs. Vous lui dites, si je t'aide à vendre tes sacs, qu'est-ce que tu me donnes? Elle va vous donner une commission. Vous pouvez l'aider à faire ça. Vous pouvez être également apporteur d'affaires dans le network marketing. Vous avez des compagnies qui vendent des produits de santé. Vous pouvez les mettre en relation avec votre entourage. Une fois que votre entourage va payer ces produits de santé-là, vous allez gagner des commissions. OK? Donc, tout le monde peut être apporteur d'affaires. Pour faire ça, c'est relativement relax. C'est selon votre temps disponible. Donc, vous n'allez pas aller démissionner. Vous n'allez pas aller voler dans le temps de votre employeur pour être maintenant apporteur d'affaires. Non. C'est en utilisant les canaux digitaux, en utilisant vos soirs, vos week-ends que vous allez faire cette activité pour pouvoir générer des ressources. Voilà, je vous invite à mettre votre main sur votre cœur et à lever votre main gauche et à répéter après moi. Je promets de choisir une famille de business et de me lancer ce mois-ci parce que j'ai trop perdu de temps. Une dernière fois, je promets de choisir une famille de business et de me lancer ce mois-ci parce que j'ai trop perdu de temps. OK? Donc, vous comprenez qu'on peut être salarié tranquillement et avoir tous ces business-là qui tournent. Moi qui vous parle, j'ai été salarié pendant 20 ans et j'avais toutes ces activités-là qui tournaient en parallèle, tout doucement. Et je n'ai pas démissionné pour ça. Ça ne m'a pas empêché d'avoir la carrière que j'ai eue parce que j'ai compris quels genres de business sont compatibles avec le fait d'être salarié, quels genres de business ne sont pas compatibles. Ce qui n'est pas compatible avec moi, les affaires d'élevage, transport, vêtements, nourriture, tout ça, là, il n'est pas fait. Parce que ce n'est pas compatible. Par contre, il y a des activités qui sont compatibles, que j'ai faites, qui m'ont rapporté beaucoup d'argent. Faites de même. Alors, pour finir, je vais vous donner 5 conseils pratiques lorsque vous allez vous lancer. Premier conseil pratique lorsque vous avez décidé d'avoir un business sur le côté. Ne travaillez qu'avec des personnes que vous pouvez mettre en prison. Si vous travaillez avec une personne et vos affinités, votre relation avec la personne fait que vous ne pouvez pas la mettre en prison, ne travaillez pas avec cette personne. Parce que dès l'instant où les gens vont savoir qu'ils peuvent jouer avec votre argent et puis ça ne va pas aller quelque part, ils ne vont même pas se gêner de gâter votre argent. OK? Donc, premier conseil, ne travaillez qu'avec des personnes que vous pouvez mettre en prison. Même si vous n'allez pas vraiment mettre la personne en prison, mais il faut que la personne ait l'impression que si elle s'amuse avec votre business, elle peut finir en prison.
Ça, c'est vraiment la première chose très importante. Deuxième conseil, lorsque vous voulez avoir un business à côté de votre emploi, si vous ne pouvez pas contrôler le business, ce n'est pas la peine de le lancer. Si vous ne pouvez pas contrôler le business, ce n'est pas la peine de le lancer. J'ai des gens qui sont lancés dans le transport et ils ont perdu leurs économies parce que c'est très, très difficile à contrôler. J'ai des gens qui sont lancés dans la nourriture. C'est très, très difficile à contrôler. Ils ont perdu leur investissement. J'ai des gens qui sont lancés dans les salons de coiffure en se disant: «Non, je vais mettre la caméra». Mais quand tu mets la caméra pour vérifier que combien de personnes viennent se coiffer, quand tu as mis la caméra de 8 heures à 18 heures, ça te fait 10 heures. Ça te fait 10 heures de vidéo. Donc, quand tu rentres du boulot à 19 heures ou à 20 heures, tu dois t'asseoir pour regarder 10 heures de vidéo. C'est-à-dire que tu dois rester assis de 20 heures jusqu'au lendemain, 4 heures du matin, pour regarder ce qui s'est passé la veille. À quel moment tu dors, à quel moment tu te réveilles pour aller au travail. Et le lendemain, tu dois regarder encore 10 heures de vidéo. Tu ne peux pas. Donc, la caméra ne sert absolument à rien. Si vous ne pouvez pas contrôler un business, ne le lancez pas. Ça, c'est mon conseil. Troisième conseil, lorsque vous voulez lancer une activité sur le côté, faites le point financier tous les jours. Faites le point financier tous les jours. Ne laissez pas votre argent dormir chez quelqu'un. Quand vous laissez votre argent dormir chez votre gérant, vous le soumettez à la tentation. Parce que le diable va venir dire dans ses oreilles: non, il faut prendre 10 000, il faut prendre 20 000, tu as remboursé après. Et malheureusement, il ne va pas rembourser. Et de 10 000, le trou va devenir 20 000, 50 000, 100 000. OK? Faites le point tous les jours. Le soir, quand on vous envoie votre argent. Si votre gérant manque de vous envoyer l'argent un seul jour, menacez-le. S'il manque 2 jours, changez-le. OK? J'ai travaillé pendant 6 ans en banque. Les banques, même si leur argent, c'est 150 milliards, 200 milliards, 300 milliards, les banques comptent tout l'argent de la banque tous les jours. Ce n'est pas vous, votre chiffre d'affaires de 200 000, 300 000, 500 000 là, que vous n'allez pas compter tous les jours. Comptez votre argent tous les jours. Quatrième conseil que je peux vous donner, prenez du temps avant d'investir. OK? Réfléchissez avant de choisir dans quoi vous allez investir. Et le conseil que je vous donne, c'est que le montant que vous voulez investir doit être proportionnel au temps d'épargne que vous avez constitué. C'est-à-dire, si je veux investir 1 million dans un business et que j'épargne 100 000 francs par mois, pour arriver à 1 million, j'ai dû épargner pendant 10 mois. Donc, si je dois investir dans un business tous mes 1 million, je dois prendre au moins 10 mois pour réfléchir à tous les contours de cette activité. Supposons que moi, j'arrive à épargner 500 000 francs par mois. Je vais investir 2 millions dans un business. Ça m'a pris seulement 4 mois pour accumuler les 2 millions. Donc, mon temps de réflexion, je dois prendre au moins 4 mois pour analyser ce business avant d'aller mettre mon argent là-dedans. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Comprenez très bien que le business ne peut pas grandir au-delà des connaissances du dirigeant. Les connaissances que tu as ne peuvent te permettre que de gagner 500 000 francs par mois. Ton business ne fera pas plus que 500 000 francs par mois. C'est impossible. Donc, si tu veux que ton business fasse beaucoup plus, toi-même, tu dois te former de sorte à ce que tes connaissances puissent générer le genre d'argent que tu veux. Cinquième conseil que je peux vous donner si vous décidez d'avoir un business sur le côté, apprenez à vendre. Le cœur du business, c'est la vente. Ne prenez pas tout votre argent pour aller mettre dans un magasin. Vous avez fait un joli magasin, vous avez payé des pas de porte, 1 million, 2 millions, vous avez payé du matériel de bonne qualité, vous avez fait une jolie peinture, jolie enseigne, etc. Tout ça est joli, plein de marchandises à l'intérieur. Premier mois, vous ne vendez presque rien. Deuxième mois, vous ne vendez rien. Troisième mois, vous ne vendez rien. À partir du quatrième mois, vous voyez, on commence à afficher maintenant solde. Après cinquième mois, tout doit disparaître. 6 mois, vous venez, la boutique a fait faillite. Pourquoi? Parce que les gens ont pensé qu'il suffit d'ouvrir une boutique, il suffit de la rendre jolie. L'argent va venir comme ça. Non, 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 je suis désolé. Ce qui fait marcher un business, c'est votre capacité à vendre. Si vous ne savez pas vendre, embauchez quelqu'un qui sait vendre. Sinon, votre business va faire faillite. Ça ne sert à rien d'aller prendre vos économies. Non, souvent, je vois les gens qui sont là. Oh, j'ai 500 000, dans quoi je peux investir? J'ai 1 million, dans quoi je peux investir? J'ai 2 millions, j'ai 3 millions, dans quoi je peux investir? Tu es prêt à aller mettre 2 millions, 3 millions dans des idées que les gens vont te donner. Mais tu ne peux pas prendre 25 000 pour investir dans toi-même ta propre formation pour savoir en fait dans quoi je me lance. Le meilleur moyen de perdre ton investissement, c'est d'investir sans formation préalable. Donc, il y a le livre Mon Ken sur le côté qui coûte 25 000 francs. Vous pouvez investir à l'intérieur.
Il y a le livre Vendeur d'élite, parce que la majorité d'entre vous, vous n'avez jamais eu de formation en vente. Moi encore, je peux dire, j'ai fait SK, on m'a appris à vendre à l'école. Donc, quand j'ai commencé mon entrepreneuriat, j'ai utilisé ce que j'ai appris à l'école pour vendre. Mais la majorité des gens n'ont jamais eu le moindre coût de vente. Si on leur demande c'est quoi la vente, ils ne peuvent même pas donner une définition de la vente. Et vous allez vous lancer en business. Le business, là, mesdames et messieurs, c'est la vente. C'est rien d'autre que la vente. Apprenez à vendre. OK? Si vous ne savez pas vendre, et même si vous pensez que vous savez vendre, prenez le livre Vendeur d'élite. Ça va confirmer que vous savez vendre ou pas. Après, le business, il faut le structurer correctement. Donc, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle Structurer votre business. Votre business doit commencer uniproduit. Vous avez un seul produit que vous vendez. Mais après, vous devez ajouter un deuxième produit. Mais vous ne devez pas ajouter le deuxième produit n'importe comment. C'est-à-dire que votre premier produit et votre deuxième produit doivent adresser la même cible et ne doivent pas être en train d'adresser des cibles différentes. La pire des façons de lancer un business, c'est dans le business avoir plusieurs produits et chaque produit adresse une cible différente. C'est la pire des façons de lancer le business. La meilleure des façons de lancer un business, c'est d'avoir plusieurs produits qui adressent la même cible. De sorte que quand j'arrive à convaincre la cible de payer un produit, à cette même cible-là, je peux lui vendre mon deuxième produit, mon troisième produit, mon quatrième produit. Mais si je fais l'erreur de lancer un business où chaque produit correspond à une cible en particulier, je serai tout le temps fatigué. Parce que quand j'ai fini de me battre pour vendre mon produit là, à cette cible, elle n'est pas intéressée par mes autres produits. Donc, je dois encore aller chercher d'autres personnes qui sont intéressées par mes produits. Structurez correctement le business. C'est ce que j'explique dans ce livre. Structurez correctement votre business. Trouvez une cible. Et quand vous avez trouvé la cible, trouvez plusieurs produits que vous pouvez vendre à la même cible. C'est comme ça qu'on développe un business. Donc, ça, j'en parle dans Structurer son business. Et puis, enfin, il y a le livre Devenir un closer. Parce que, Joe, les clients ne vont pas jeter l'argent sur vous. Ils ne vont pas vous donner votre argent comme ça. Ils ne vont pas vous donner votre argent parce que vous êtes trop beau. Non. Il faut apprendre à gérer leurs objections. OK? Et dans ce livre-là, Devenir un closer, j'ai recensé les 25 objections majeures qui reviennent le plus fréquemment. C'est trop cher. Je n'ai pas l'argent. Je vais payer plus tard. On ne m'a pas encore payé. Est-ce que c'est de bonne qualité? Est-ce que si je paye, mon problème ne va pas revenir? J'ai déjà trouvé quelqu'un qui vend la même chose moins cher. Est-ce que tu peux réduire encore le prix pour moi? Moi, je n'aime pas qu'on me mette la pression. Je vous reviens. Je vais y réfléchir. C'est le patron qui décide. Je dois en parler à mon épouse. Je dois en parler à mon mari. Est-ce que ça, c'est de bonne qualité? Il y a mon cousin qui a payé la même chose. Ça n'a pas été bon. Vous, les vendeurs, là, quand vous vendez votre bouche, vous dites que ça fait, mais ça ne fait pas. Quelle est la garantie que vous allez accorder, etc., etc. C'est quoi le prix? Est-ce que vous pouvez diminuer le prix? Je vous reviens. Si vous ne savez pas gérer ces objections, mesdames et messieurs, votre business va couler. OK? Si vous ne savez pas gérer les objections, votre business va couler. C'est pourquoi j'ai pris mon temps pour écrire un livre qui s'appelle Closer, pour que au moins vous puissiez venir gérer les objections et apprendre comment clore la vente. Dans ce même livre Closer, je vous explique 80 façons différentes de clore la vente. Pas 12 ou 13, 80 façons différentes de clore la vente. Quand vous allez maîtriser comment gérer les objections et comment clore la vente, vous allez voir que vous allez vendre beaucoup plus. OK? Donc, ces livres ne sont pas obligatoires. C'est mon conseil. Si vraiment vous avez envie de vous lancer en entrepreneuriat, vous pouvez avoir le pack des 3 livres. Vendeur d'élite, structurer votre business, closer, au lieu de 65 000, vous les avez à seulement 50 000. Et si vous avez envie de savoir dans quoi vous lancer avec tous les détails, prenez mon Ken sur le côté, ça coûte 25 000 francs CFA. OK? Donc, je vais mettre le lien du pack dans les commentaires pour ceux que ça intéresse. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui seraient intéressées par le pack? Alors, on a Émile Traoré qui est intéressé. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux avoir 10 personnes qui vont prendre le pack? On a Monsieur Athanas Goli. J'ai les 4 livres. Par quoi je dois commencer? Alors, c'est une très bonne question. Vous devez commencer par vendeur d'élite. Commencez par vendeur d'élite. Quand vous avez fini de lire vendeur d'élite, vous allez lire structurer son business. Quand vous avez fini de lire structurer son business, vous allez prendre closer. Parce que le livre avec lequel vous allez vous promener du matin au soir, là, c'est closer. OK? Et vous lisez closer. Et donc, Kofi a déjà le pack. Super. Très bien. Alors, on a Aïm Koudou qui est intéressé. Merci beaucoup, Aïm Koudou. Marc Wakou, j'ai déjà le pack. Super. Alors, le pack, c'est une promo, une offre en continu. Oh, le tarif promo, là, c'est une offre promo. OK, les 50 000, c'est en promo. Une fois qu'on va arrêter le pack, vous pouvez payer tous les éléments séparément, mais vous allez dépenser un peu plus cher. Je ne sais pas pourquoi vous avez envie de faire ça.
Joël Issan, comment épargner à travers le salaire? C'est très difficile. Qu'est-ce qui est facile sur cette terre? Tout est difficile. OK? Tout est très difficile sur la terre. Mais pour épargner, vous devez vous donner de la discipline. Vous devez vous donner de la discipline. Quand vous avez reçu votre salaire, vous devez décider que 30% de ce salaire, c'est l'épargne. Dès que ça arrive, vous prenez, vous mettez en épargne. Il vous reste 70% de votre salaire. Si vous êtes croyant, vous prenez 10% encore, vous allez donner à Dieu. Si vous n'êtes pas croyant, que ces histoires d'offrande, tout ça, ça vous dit rien, vous prenez les 70% qui restent, vous bouffez. OK? Bouffez les 70% et considérez que l'épargne là n'existe pas. Deuxième chose, l'épargne ne sert pas à régler les problèmes. L'épargne sert à investir. Donc, quand vous avez un problème, ce n'est pas dans l'épargne qu'on s'en va chercher l'argent. Quand vous avez un problème, vous devez chercher un nouvel argent pour régler le problème. Si vous n'avez pas un nouvel argent pour régler le problème va attendre que vous ayez un nouvel argent avant de le régler. Arrêtez de prendre votre épargne pour régler les problèmes. Il y a des gens qui sont là, ils vous laissent épargner pendant des mois et quand votre épargne est devenue beaucoup, ils vous emmènent un problème imaginaire pour prendre votre argent. Quand vous leur donnez, ils s'en vont, ils vont vous dire, ils vont vous rembourser, ils ne remboursent pas. Ils vous laissent encore des mois parce qu'ils savent que vous allez constituer votre épargne. Dès que votre épargne devient beaucoup, ils vont encore inventer quelque chose pour venir prendre votre argent. En fait, vous êtes stupide, vous travaillez pour eux. Arrêtez d'utiliser votre épargne pour régler les problèmes. OK? Moussa Sissoko, vous êtes un très bon vendeur. Ah bon? Si je suis un bon vendeur, donc peut-être qu'il faut acheter les livres et puis apprendre à devenir comme moi.